On a survolé les techniques d'évaluation générale de la matière imposable et plus particulièrement des revenus. On abordera un peu plus tard dans la deuxième partie du cours les détails propres au calcul de cette matière imposable, en appliquant notamment et en détaillant la deuxième formule de la fiscalité. Vous vous souvenez, assiette égale produit imposable moins charge déductible. Pour l'instant, on va sauter un peu ce calcul de la matière imposable et on va poursuivre notre investigation avec les techniques de collecte de l'impôt. Donc, c'est d'autres diapositives. On va regarder dans un premier temps, présenter une idée générale un peu de la question, puis on va regarder après le prélèvement direct à la source des revenus et des dépenses, et puis la collecte des impôts décalés dans le temps. Mais on va essayer d'aller vite. Alors, il existe différentes, au niveau de l'idée générale, il existe différentes techniques de collecte des impôts. Il faut savoir que le choix de ces techniques dépend de beaucoup de conditions d'époque et de lieu, et en particulier de la nature des impôts. Est-ce que ce sont des impôts sur le revenu, des impôts sur les échanges ou des impôts sur le patrimoine? De la nature des revenus à proprement parler. Est-ce que ce sont des revenus directs ou indirects du travail, par exemple des salaires, des pensions, des allocations, etc. Ou est-ce que ce sont des revenus de l'entreprise, des bénéfices, des honoraires, un résultat fiscal, etc. Est-ce que ce sont aussi des revenus du patrimoine, par exemple des loyers, des intérêts de prêts qu'on a consentis, des dividendes d'actions qu'on possède, redevances qu'on reçoit parce que on a un brevet qu'on laisse utiliser par quelqu'un d'autre sous forme de licence, etc. Des plus-values qui sont liées aussi à la vente d'éléments de capital immobilier ou mobilier, par exemple. Le choix de ces techniques dépend aussi, et beaucoup, en troisième lieu, de la nature de l'économie ou de l'organisation dans laquelle on se situe et de la sophistication de cette économie, de cette organisation et des collectivités publiques qui fixent les règles d'imposition et perçoivent les impôts. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de techniques de l'impôt. Ça pourrait faire l'objet quasiment d'un cours particulier ou spécifique, mais on n'a pas le temps pour ça, et puis je ne vais pas vous assommer avec ça. Je me contenterai ici de vous faire une petite présentation que j'espère rapide, en distinguant les techniques en fonction tout simplement du moment où l'impôt est collecté auprès du contribuable. C'est pour ça que cette diapositive est divisée en deux, outre l'idée générale, mais on a deux aspects. Un premier aspect, le prélèvement direct à la source, qui est le prélèvement au moment où on reçoit les revenus ou au moment où on effectue les dépenses. Et deuxième aspect, la collecte des impôts décalés dans le temps, notamment par rapport à la création des revenus. Alors, premier aspect, prélèvement direct à la source des revenus et des dépenses. Alors d'abord une définition assez large. Le prélèvement de l'impôt à la source consiste pour l'État à faire collecter l'impôt au plus près de la création des revenus ou de la réalisation des dépenses par le contribuable. Donc je répète, ce point est important, enfin important pour le paragraphe, pour comprendre le prélèvement à la source. Le prélèvement de l'impôt à la source, c'est le fait pour le Trésor de faire collecter l'impôt au plus près de la création des revenus ou de la réalisation des dépenses par le contribuable. Ce schéma fait en principe intervenir trois personnes ou organismes. Le contribuable, d'abord, celui qui doit l'impôt au final, le fisc, ou l'État, et un tiers collecteur, qui va agir pour le contribuable au nom de l'État. Le prélèvement direct à la source n'est cependant pas une technique propre à la fiscalité. On retrouve ces aspects-là par parenthèse en ce qui concerne par exemple le prélèvement à la source de cotisations obligatoires qui sont cotisations obligatoires ou volontaires à caractère social notamment, qui sont assises ces cotisations sur les salaires. Si vous jetez un coup d'œil à un bulletin de paye, ça vous donnera une idée de ces cotisations qui sont directement prélevées par l'employeur sur les salaires de ses employés, reversés à l'État ou à divers organismes, publics, parapublics ou privés, alors que ce soit pour l'assurance maladie, pour la retraite, pour les mutuelles, etc., etc. Toujours dans cet aspect un peu entre parenthèses, on a aussi la technique de prélèvement à la source qui est déjà très ancienne en matière de fiscalité internationale. C'est-à-dire que certains revenus sont depuis longtemps imposés à la source auprès des organismes qui les distribuent, tout simplement parce que la nature de la fiscalité internationale est faite ainsi. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des artistes ou des sportifs qui résident à l'étranger, qui viennent se produire en France,
de manière épisodique, hein, je dirais, qui ne résident pas en France, donc, mais qui viennent, je sais pas, un tour de chant, une prestation quelconque ou un événement sportif. Pour eux, les impôts qui sont dus au fisc français sur les revenus gagnés en France, on les appelle ces revenus techniquement les revenus de source française, sont collectés et versés directement à l'État, en principe par les producteurs de spectacles ou d'événements sportifs. Voilà, bon, je me comprends, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça serait peut-être mieux en le dessinant pour la fiscalité internationale, mais on n'a pas trop le temps là-dessus. Alors, je reviens à notre diapositive, on va voir rapidement le prélèvement à la source de la dépense. Alors, le prélèvement à la source de la dépense se présente de la manière suivante. En matière d'impôt sur la dépense, le prélèvement à la source est un dispositif de collecte qui est maintenant bien rodé, et qui est opéré par le vendeur pour le compte de l'État. Un tel dispositif s'applique par exemple à la TVA, dont on a déjà beaucoup parlé, mais aussi à ce qu'on appelle en fiscalité les assises. Vous vous souvenez, c'est ces impôts sur les ventes d'alcool, de carburant, de tabac, qui sont calculés sur les quantités vendues et non pas sur les valeurs. Donc le vendeur, lui, il va collecter l'impôt à la source au moment où il va livrer le produit, où il va délivrer le service. Il va y avoir une partie du prix qui va lui revenir et une autre partie du prix payée par le consommateur ou le client qui va aller à l'État et qui va être collecté donc par le vendeur. Alors cette technique de collecte est également utilisée en matière de vente immobilière, par exemple, ou de droit de succession. Dans ce cas-là, le notaire va prélever au moment de l'acte notarié, les impôts dus par l'acheteur d'un bien immobilier ou par les héritiers ou l'héritier d'un patrimoine. On peut également signaler que les parieurs ou les joueurs sont imposés à la source. Vous savez que bien que les gains réalisés par les joueurs aux jeux de hasard, donc jeux de hasard, c'est-à-dire casino, jeux de la Française des Jeux, course hippique, etc., sont en principe exonérés d'impôts. Alors par contre, j'indique pour les personnes intéressées que les gains réalisés en dehors des jeux de hasard, par exemple au poker, au bridge, à d'autres jeux de réflexion, doivent être déclarés et sont imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et vous vous souvenez, on l'a peut-être déjà évoqué, je ne sais pas si on est rentré dans ce détail-là, mais sont imposés plus précisément dans la catégorie des bénéfices non commerciaux si la personne en qui est imposable en a fait son métier. Bon, je m'égare. Je reviens à ce que j'indiquais. Donc, les gains réalisés au jeu de hasard sont en principe exonérés de l'impôt sur le revenu. Mais malgré ça, il existe des impôts et dans certains cas des cotisations obligatoires, hein, CSG, CRDS, etc. Non pas sur les gains eux-mêmes, mais sur l'assiette que représente le montant des sommes engagées par tous les joueurs et parieurs. Alors ces impôts et ces cotisations obligatoires sont prélevés et versés à l'État et à différents organismes par les exploitants des cercles et des maisons de jeux ou par d'autres organisations professionnelles de jeux et de paris. Donc on a ce dispositif de prélèvement là qui va jouer directement sur l'assiette des revenus et non plus simplement sur les gains, puisqu'on a vu que les gains en principe dans les jeux qu'on connaît sont exonérés d'impôts. Ils sont versés net d'impôts, puisque l'impôt a été payé avant, hein, pour résumer. Alors, je poursuis, voilà pour le prélèvement à la source de la dépense, vous voyez un peu l'idée. Alors, je vais poursuivre ce survol des techniques de collecte de l'impôt avec le prélèvement à la source des revenus. Alors, le prélèvement à la source des revenus, c'est quelque chose qui est revenu un peu, si j'ose dire, à l'actualité, notamment avec la réforme qui a été engagée il y a quelques années, qui était entrée en vigueur au début 2019, qui concerne en particulier les salariés. Alors, comme l'indique, là je reprends des éléments que j'ai pompés, que j'ai trouvés, ou que j'ai travaillé, enfin, j'ai fait des fouilles très très sérieuses. Non, en fait, je reprends les éléments principaux de l'excellent site gouvernemental que je vous recommande, qui s'appelle service-du-6 public.fr. Pour vous expliquer un peu de manière claire et sans trop me perdre dans les détails et vous perdre dans les détails, le prélèvement à la source. Alors le prélèvement à la source en matière de revenus, il consiste à faire payer l'impôt au moment de la perception des revenus. Et non pas en décalé dans le temps comme c'était encore pour une grande partie des salariés et des travailleurs indépendants il y a quelques années.
pour les salariés, retraités, allocataires, etc. Donc pour faire simple, pour les personnes physiques dont les revenus sont versés par un employeur ou même par un organisme social, l'impôt est collecté par cet employeur ou cet organisme, qu'on appelle le tiers collecteur, qui verse le revenu mensuel. Pour les travailleurs indépendants, les entrepreneurs soumis aux bénéfices industriels et commerciaux, au BNC ou aux bénéfices agricoles, et aussi pour les bénéficiaires de revenus fonciers comme les loyers ou les, pensions ou les bénéficiaires de pensions alimentaires, etc., l'impôt sur le revenu correspondant est prélevé mensuellement par des acomptes par l'administration fiscale sur le compte bancaire des contribuables. Donc il y a un système un peu spécial dans ce cadre-là. Alors qu'il soit prélevé par un tiers collecteur, l'employeur ou l'organisme social, sur le revenu mensuel qui est distribué, ou qu'il soit prélevé par l'administration fiscale directement sur les comptes bancaires des, des redevables, des contribuables, les taux d'imposition sont calculés par l'administration fiscale sur la base de la déclaration des revenus de l'année précédente. On a vu plus haut que la déclaration des revenus par le contribuable restait obligatoire dans tous les cas. Donc elle va servir notamment à ça, à calculer le taux d'imposition qui va permettre de prélever à la source les revenus. Quelques éléments sur les points communs entre les deux prélèvements à la source, le prélèvement à la source des revenus et le prélèvement à la source des dépenses. Lorsqu'ils sont mis en œuvre, ces prélèvements à la source présentent la plupart du temps les caractéristiques communes suivantes. Première caractéristique, ce sont des dispositifs simples, ou au moins qui visent à la simplicité. D'une part, en effet, les assiettes imposables et les taux d'imposition doivent être relativement simples pour que l'impôt soit liquidé et recouvré facilement par un tiers collecteur. En particulier, les taux d'imposition ne doivent pas dépendre de variables, si on peut dire, que les tiers collecteurs ne connaissent pas. Par exemple, la situation de famille, les revenus du foyer, etc. Ça, c'est dans la première caractéristique, c'est cet élément de simplicité. D'autre part, toujours dans cette première caractéristique qui veut que les prélèvements à la source soient des dispositifs simples ou qui tendent à la simplicité, il y a un deuxième élément, c'est que les prélèvements à la source doivent permettre de se substituer pour un faible coût à un système complexe ou difficile à mettre en œuvre, qui pourrait être celui de l'impôt sur le revenu ou sur la dépense. Par exemple, on comprend qu'il est difficile, pratiquement, de forcer un artiste ou un sportif résidant à l'étranger à déclarer puis à payer en France les revenus qu'il a perçus au cours d'un passage dans notre pays, pour un tour de chant ou un concours sportif ou autre. Imaginons par exemple un boxeur professionnel. Bon, vous voyez un peu l'idée. C'est pas toujours évident de repérer, tiens, à tel moment, il y a telle personne qui passe, bon, et on va lui faire payer un impôt sur le revenu parce qu'il a travaillé en France. Donc, vous voyez, c'est un peu complexe, c'est pas évident. Puis il y a aussi la difficulté d'identifier, par exemple, et de faire payer par les parieurs. On parlait des paris tout à l'heure. Bon, voilà, on est dans cette catégorie. Il faut un dispositif simple, facile à mettre en œuvre, qui coûte pas trop cher et qui permettent de faire rentrer l'argent au meilleur compte. Alors là encore, on retrouve une des caractéristiques de l'impôt et de la fiscalité en général, qui distingue, comme je l'indiquais, du droit. On ne cherche pas à la logique, on ne cherche pas à faire payer tout le monde, on cherche tout simplement à l'efficacité. On cherche l'efficacité, pardon. Deuxième caractéristique commune, si vous voulez, des deux prélèvements, prélèvement à la source des revenus et prélèvement à la source des dépenses. Dans tous les cas, une tierce personne intervient entre le contribuable et l'État pour collecter l'impôt. Ce sont des intermédiaires qui peuvent être des vendeurs, des prestataires de services, des employeurs, on l'a vu, des organismes sociaux, des établissements de crédit, des notaires, des organisateurs de jeux ou de spectacles. Mais enfin bon, ce sont des gens qui ne sont ni le contribuable ni l'État, mais qui vont jouer un rôle pour percevoir les sommes dues à l'État auprès du contribuable. Et ces tiers collecteurs, comme on les a appelés, doivent être à la fois en nombre restreint par rapport au nombre de contribuables, pour que ce soit simple. C'est pas la peine d'avoir 38 millions, on a 38 millions de foyers fiscaux, donc le contribuable, je dirais à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ça ne servirait à rien d'avoir 38 millions de tiers collecteurs, on ne gagnerait rien. Donc il faut que le nombre de tiers collecteurs d'intermédiaires soit réduit et qu'ils soient responsables devant l'État des sommes perçues.
Ça, c'est une deuxième caractéristique commune aux deux types de prélèvements. Et puis enfin, il y a une troisième caractéristique, c'est que le prélèvement à la source des revenus ou le prélèvement à la source des dépenses doivent permettre de réduire les délais entre la création des revenus ou la réalisation des dépenses, la liquidation des sommes dues à l'État, c'est-à-dire le calcul de l'impôt, et à l'État ou à d'autres organismes, et le recouvrement de l'impôt. Donc vous voyez, la troisième caractéristique est celle-là. Euh, Encore une idée de facilité qu'on recherche hein, dans ce type de prélèvement. Alors, le raccourcissement des délais assure ainsi un flux constant hein, de liquidité à l'État, on l'a compris, aux organismes destinataires des sommes. Puis ça évite aussi les effets de surprise hein, du décalage annuel entre les impôts qui sont dus au titre d'une bonne année et ceux qui doivent être payés lorsqu'il y a une mauvaise année. Donc ça, c'était essentiellement pour l'impôt sur le revenu. Il y avait quelquefois des mauvaises surprises. Et donc ça nous amène justement à la deuxième grande catégorie de techniques de collecte de l'impôt qu'on va regarder rapidement. C'est la, vous voyez sur la diapositive, c'est la collecte des impôts décalée par rapport à la création des revenus. Alors de quoi s'agit-il? Ben, c'est le système qui était très généralisé avant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui a démarré en 2019. Cette collecte décalée des impôts concerne surtout les impôts sur les revenus au sens large, hein, IRPP, et impôts sur les sociétés. En France, la collecte des impôts sur le revenu au sens large, hein, c'est-à-dire, comme je l'indiquais, IRPP à partir de 1917 et IS à partir de 1948, est fondée sur trois aspects principaux, avec ce décalage. Hein. D'une part, la déclaration des revenus du contribuable. Comme on l'a vu plus haut, cette déclaration est présentée comme un acte citoyen, entre guillemets, par lequel le contribuable fait état de l'ensemble de ses revenus en vue d'être imposé. Deuxième aspect principal hein, de la collecte des revenus en France, c'est que le décalage entre l'année des revenus et l'année du paiement, du moins en général jusqu'en 2019. Afin de simplifier l'imposition, l'idée est que l'on doit connaître tous les revenus de l'année avant de lancer la procédure de liquidation de l'impôt et de recouvrement de cet impôt. La troisième caractéristique, troisième aspect principal hein, de la collecte des impôts sur le revenu, c'est l'absence d'intermédiaire entre le contribuable et l'État. Pour plusieurs raisons, hein, des raisons logiques, du style afin de préserver la confidentialité des données sur le revenu, etc. Des raisons aussi de responsabilité. Je paye mes impôts, donc je suis responsable de les avoir payés ou de ne pas les avoir payés. C'est pas quelqu'un d'autre qui va intervenir. Hein. On peut aussi avoir d'autres raisons dans l'absence d'intermédiaire entre le contribuable et l'État. On ne veut pas non plus faire crédit à l'État en lui avançant les sommes, je dirais, des impôts si on doit les payer l'année suivante, par exemple. Alors sur ces bases, l'imposition des revenus s'est mise en œuvre comme ça, hein, avec ces trois aspects, à partir de, comme on l'a vu, de 1917. La réforme hein, qui a été mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019 hein, sur le prélèvement à la source du seul IRPP approfondit en fait hein, la distinction entre le statut fiscal des entrepreneurs soumis à l'IRPP, comme on a vu, hein, les personnes physiques qui tirent leur revenu de leur travail d'entrepreneur, indépendants, commerçants, artisans, professions libérales, et le statut fiscal des sociétés et autres personnes morales. En effet, alors que les entrepreneurs indépendants sont rattachés maintenant à un mécanisme qui les rapproche ou qui ressemble au prélèvement à la source des salariés, les entreprises constituées sous forme de société, en particulier sous forme de société de capitaux, comme on l'a vu, conservent le mécanisme traditionnel, déclaration, décalage entre les revenus et le paiement des impôts, absence d'intermédiaire. Donc on verra tout ça dans la deuxième partie hein, du cours, on verra ça à la fin de la deuxième partie du cours lorsqu'on examinera ensemble l'impôt sur les sociétés. Mais tout de suite, maintenant, la fin de cette première sous-partie de la première partie du cours, en d'autres termes, la fin de la sous-partie qu'on a consacrée aux éléments de vocabulaire et techniques fiscales. On va terminer ça en examinant quelque chose de très, très, très important aussi, qui est la territorialité de l'impôt.